ESS, je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrive pas à avoir les conférences, les enregistrements des séances. Donc voilà, là je lance aussi sur mon propre écran, ça devrait le faire. Ok, donc je vais commencer. Euh, on est tous encore connectés, on a perdu Hyacinthe. Bah, c'est pas très grave, il a dit qu'il allait se connecter et déconnecter. Cette séance n'est pas très fondamentale pour les superviseurs qui connaissent bien la plateforme. Est-ce que dans la salle, vous voyez bien ma présentation? Non, Pietro, on n'a pas de diapo. Vous voyez pas les diapos? Non. Attends, parce que qu'est-ce que je dois faire? Moi, je la vois ici. Et, et, et qu'est-ce que tu vois, Ariel? Tu vois Juste ton visage. mon visage. Je vais couper la caméra et tu vas me dire si là, ça. Est-ce que là, ça va mieux, là? Non. Toujours rien. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un petit souci. Je vais, je vais la re-télécharger. Est-ce que tu vois l'écran là avec bienvenue sur Big Blue Button ou même pas ça? Non, non, non. Non, c'est bizarre. Je pense que ça doit être un réglage aussi de ton côté alors. Il faudrait que tu regardes un peu si tu peux afficher la présentation de quelque manière. Sinon, peut-être te reconnecter. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ok. Ah bah Oui. parfait. Très bien. Donc, comme vous le savez, le professeur il a un peu expliqué. Ce projet donc ce séminaire est le séminaire de restitution d'un projet de recherche que nous menons désormais depuis une décennie pratiquement. C'est un projet qui vise à étudier les élections à travers les pays de l'Afrique subsaharienne sous une perspective anthropologique. Le projet s'intitule Electa, réexaminer les élections après les expériences africaines, élections avec un S normalement. Et là, je vais vous présenter un peu comment est-ce qu'on a travaillé sur le terrain dans les dernières années. Je vais vous expliquer comment fonctionne cet outil Electa qui a été développé pour assurer l'échange des données entre les chercheurs et aussi l'organisation des enquêtes sur les terrains. Je pense que au-delà du détail de ce que je vais vous dire, qui comprend des aspects qui sont un peu techniques, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vraiment vous plonger dans un projet de recherche qui est en cours et de voir comment est-ce que la théorie dont les professeurs vous ont donné les premières bases dans les derniers jours peut être appliquée sur les terrains. Ce qui a été un peu le cas dès le départ de toute cette initiative, car euh, les séminaires tels qu'on les connaît, il a commencé après les premières enquêtes du projet. Ce projet a débuté en 2015 avec une enquête pilote qui a été menée en Côte d'Ivoire. Et, euh, et donc, ça fait presque une décennie que le professeur Bazenguissa euh, essaie de recueillir des données sur les élections. Je vais vous expliquer après comment ça s'est développé, comment ça a évolué, parce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Donc, je vais vous parler de comment on s'organise quand il y a une élection dans l'un des 13 pays qu'on suit et comment on organise ce qu'on appelle nos campagnes de recherche. Je vais vous parler du travail qu'on fait avec les superviseurs qui sont les membres. Chaque équipe locale a un superviseur et ces superviseurs sont des piliers, des véritables piliers de notre projet car ils sont intégrés dans nos initiatives sur la longue durée, dans la mesure du possible naturellement. Par exemple, nous avons commencé à travailler avec Knowledge et Suzanne en 2017, je dirais. Ça fait donc plusieurs années qu'ils sont avec nous. Hum, Ils ont tous les deux commencé en tant
que chercheur et puis sont passés. Non, pardon. Knowledge, il a été tout de suite superviseur de l'équipe de Zimbabwe d'abord, et puis il a travaillé aussi en Afrique du Sud. Et Suzanne a fait partie de notre équipe en Afrique du Sud, et puis elle est devenue la superviseure aussi. Euh, donc, ensuite, je vais vous parler un peu de comment fonctionne cette plateforme, cet outil informatique qui a aussi représenté une évolution assez importante pour notre projet et surtout pour la facilité de travailler et de requérir des données dans des contextes assez divers et éloignés. Je vais vous parler un peu de l'avenir de cette plateforme et de comment on voudrait euh, exploiter toutes ces données que nous avons recueillies et qui ont déjà été exploitées et utilisées pour écrire des articles et faire des recherches, mais qui restent quand même, dont le potentiel n'a absolument pas encore été exploité, car il nous manque un peu d'outils techniques pour pouvoir le faire. Euh, et ensuite, je vais vous parler un peu de comment nous avons travaillé sur les dernières élections que nous avons analysées, notamment celle de 2025. Enfin, je vais toucher un peu à 2024 aussi. Nous avons deux campagnes qui sont en cours actuellement en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Nous avons suivi également l'élection présidentielle du Gabon en 2025. Et nous avons aussi travaillé en 2024 en Afrique du Sud et au Sénégal. Donc, c'est ces cas que je vais mettre un peu plus en évidence avec vous pour vous donner des exemples de ce qu'on a pu repérer sur les terrains. Donc, comment est-ce qu'on s'organise quand il y a une élection? Nous avons déjà, première chose, un pool, disons, un groupement de pays dans lequel nous avons décidé de travailler. Nous rajoutons assez constamment des pays à ce groupe, en fonction naturellement du budget qu'on a et des possibilités. En général, le rajout d'un pays signifie que nous avons un contact sur place, quelqu'un qui soit disponible à mener des enquêtes et à travailler avec nous sur la moyenne durée, pendant une enquête ou idéalement plusieurs enquêtes si possible. Donc un superviseur qui soit un chercheur expérimenté ou un professeur qui soit basé dans le pays étudié et avec lequel nous formons une équipe de chercheurs. Normalement, c'est lui qui est chargé de créer cette équipe. Euh, Qu'est-ce que nous essayons de faire avec ces chercheurs? Nous avons une assumption théorique qui aujourd'hui est moins choquante de ce qu'elle pouvait paraître il y a une décennie, et notamment que on peut, à travers l'étude des élections en Afrique, on peut comprendre le fait électoral à travers le monde. Cette idée-là refuse toute notion de exceptionnalisme africain, donc toute notion qui vise à écarter les élections africaines en tant que différentes de ce qui se passe ailleurs dans les pays soi-disant développés ou en Occident, États-Unis, etc. Nous avons, dans la dernière décennie, assisté euh, à une crise de la démocratie. Ça, c'est univoque et tout le monde vous le dira, une crise de la démocratie dans les pays occidentaux. Et aujourd'hui, c'est bien plus difficile de dire, ah non, mais en Afrique, nous avons des systèmes qui sont jeunes, qui n'ont pas encore qui ne sont pas encore rentrés dans leur mode de fonctionnement définitif. Ça, c'est pour être très gentil. Les gens qui avaient moins de, de, de prudence disaient sans craindre que, voilà, non, en Afrique, les choses se passent différemment, que les élections occidentales ne peuvent pas être mises sur le même ne peuvent pas être accostées aux élections africaines, puisque en Occident, les choses se font différemment, les systèmes démocratiques sont mûrs, sont efficaces, alors qu'en Afrique, pas du tout. Ce que nous avons vu dans la dernière décennie, c'est que cette soi-disant efficacité de la démocratie occidentale a été démentie. Nous assistons de plus en plus fréquemment à des situations électorales dans les pays, les démocraties, les anciennes démocraties, disons,
qui virent à la caricature, nous assistons à des phénomènes de refus des résultats électoraux qui arrivent jusqu'à des actions de caractère presque militaire. Je pense à ce que nous avons vu aux États-Unis avec l'invasion du Capitole, je pense à ce que nous avons vu au Brésil. Ça devient de plus en plus courant d'avoir des candidats qui refusent les résultats des élections. Donc nous voyons des situations que on aurait peut-être indiquées comme des situations purement exclusivement africaines, entre guillemets. Nous les voyons maintenant dans, dans, dans des pays qui se seraient crus, qui se croyaient à l'abri de ce genre de dérive. Alors que de l'autre côté, en Afrique, nous assistons par contre à une évolution des systèmes démocratiques dont nous pouvons dire, alors c'est toujours difficile de généraliser, nous avons, nous, une cible de 13 pays dont je vais vous donner la liste tout à l'heure, mais nous avons eu des bonnes surprises aussi concernant l'efficacité des systèmes démocratiques en Afrique. Nous avons surtout et constamment des bonnes surprises euh, par rapport à la participation populaire à la vie politique, qui semble être, selon plusieurs indicateurs, beaucoup plus forte dans les pays que nous étudions en Afrique que ce qu'on voit en Europe, aux États-Unis, dans les démocraties soi-disant mûres. Euh, le caractère de notre projet est collaboratif. Nous essayons de mobiliser des jeunes chercheurs et des chercheurs plus expérimentés dans les pays ciblés pour les intégrer dans notre réseau et faire en sorte qu'ils puissent ensuite bénéficier de toutes les données qui sont recueillies. Parmi ces chercheurs et parmi ces professeurs, etc., il y en a certains dont la spécialisation porte sur les thématiques électorales et d'autres qui sont spécialisés dans d'autres milieux. Donc, naturellement, pour certains, ça peut être plus utile que pour d'autres d'avoir des données en provenance d'autres pays ou d'autres élections dans leur pays pour leurs études et leurs travaux de recherche. Mais bon, l'idée, c'est que tous ceux qui accèdent à notre projet en tant que chercheurs, superviseurs, etc., auront un accès à toutes les données qui sont recueillies. Euh, Nous avons une décennie d'histoire. Les premières campagnes, très différentes de celles qu'on mène actuellement, ont été menées en Côte d'Ivoire et au Congo-Brazzaville, qui sont les premiers deux pays qui ont été intégrés dans le projet à partir de 2015. En 2017, il y a eu un point de changement assez important avec le développement de cette plateforme informatique qui a répondu à un problème qui était assez sérieux, qui était celui d'un côté, assurer l'organisation des enquêtes à distance, de l'autre côté, euh, avoir un système pour classer et rendre uniformes les données qui sont recueillies et les rendre accessibles surtout. Avant d'avoir la plateforme, on avait affaire avec des longs rapports. Chaque chercheur nous écrivait un rapport qui pouvait faire une trentaine ou une cinquantaine de pages. Multiplier ça pour les 6 à 8 ou 10 chercheurs qu'on a sur chaque élection et multiplier ça pour les 3 ou 4 peut-être élections qu'on fait tous les ans, ça fait un nombre de pages incroyable à lire et voilà, une quantité de données très difficile à exploiter. Donc, voici les 13 pays sur lesquels nous travaillons, dans lesquels nous travaillons actuellement. Vous voyez qu'ils sont éparpillés un peu partout en Afrique. Nous avons des pays de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, le Madagascar, le Zimbabwe, le Swaziland qui s'appelle Eswatini aujourd'hui. Nous avons des pays en Afrique occidentale, le Sénégal, nous avons le Togo, nous avons des pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, l'Angola, le Gabon, le Congo-Brazzaville. J'ai oublié de mentionner la Côte d'Ivoire parmi les pays de l'Afrique occidentale, excusez-moi. Enfin, et nous avons aussi quelques pays de l'Afrique de l'Est, euh, notamment le Kenya, et oui, c'est tout.
pour l'Afrique de l'Est. Donc, nous avons une couverture à, à peau de léopard, disons, mais quand même qui nous donne un aperçu de différentes régions en Afrique. Nous travaillons sur des pays dont les langues officielles principales sont le français, l'anglais et le portugais. Nous essayons aussi d'utiliser les langues locales dans nos enquêtes, mais jusqu'à un certain point, il y a un moment où malheureusement c'est assez difficile d'avoir des outils informatiques performants dans les langues autres que ces trois langues-là. Et donc voilà, pour l'instant, les enquêtes peuvent être menées dans n'importe quelle langue, mais il y a un moment où les chercheurs doivent faire une traduction de ce qui a été fait dans l'une des trois langues coloniales, disons, qui malheureusement sont toujours les langues officielles des pays dans lesquels on travaille. Donc, les contextes sont très divers. Il y a un grand travail d'adaptation qui est fait à chaque fois qu'on se plonge dans un nouveau pays. Les derniers pays qui ont été rajoutés sont désormais... attendez, c'est quoi qu'on a rajouté en dernier? Ça fait quelques années hein, qu'on ne rajoute pas des pays depuis 2020, depuis le Covid, on n'a plus rajouté des nouveaux pays. Les derniers sont en Afrique du Sud, le Sénégal, c'est le tout dernier. Euh, donc, nous travaillons sur place, je vous ai dit, avec des équipes qui sont formées par, qui sont recrutées, disons, par ces superviseurs. On essaie de s'appuyer sur des laboratoires universitaires sur place quand c'est possible, mais en vertu de la thématique un peu délicate du projet, ça nous arrive assez souvent d'être obligé de travailler avec des partenaires qui ne sont pas des partenaires étatiques, notamment avec des ONG. Dans certains pays, les universités, les chercheurs universitaires n'étaient ou ne sont pas disponibles à travailler sur les élections parce qu'il s'agit de situations où travailler sur le fait électoral peut attirer des problèmes assez conséquents. Donc dans ces cas-là, on s'adresse plutôt à des ONG, des autres laboratoires de recherche. Et voilà, on s'adapte beaucoup à la réalité des différents pays dans lesquels on travaille. Le travail qu'on fait avec nos équipes est vraiment participatif, c'est-à-dire que plusieurs des chercheurs avec lesquels on a eu affaire ont eu l'habitude de travailler déjà dans le cadre de projets qui ont pour objectif de recueillir des données sur les élections. Il s'agit pour la plupart de projets qui recueillent des données de caractère quantitatif, donc ou voire des projets qui ont pour but de évaluer la qualité des scrutins. Vous avez bien compris dans les dernières séances de ces séminaires comment le vote, pour nous, ne constitue pas le moment unique et fondamental d'une élection. On considère l'élection comme une procédure beaucoup plus étendue et complexe que le vote lui-même. Le vote est un composant de l'élection qui peut être plus ou moins important, mais ce n'est pas inédit d'avoir des élections dans lesquelles le scrutin en tant que tel n'a pas eu vraiment une importance énorme, voire ce n'est pas le scrutin qui a déterminé les résultats de l'élection. Je pense, là, le professeur vous en a parlé aussi abondamment, au cas du Gabon, par exemple, dans lequel nous avons eu une procédure à travers laquelle les Gabonais se sont retrouvés avec une nouvelle leadership qui a coïncidé d'un point de vue temporel avec un scrutin, donc une élection présidentielle avait été organisée. Mais les résultats de ce processus n'a pas du tout été déterminé par le scrutin, donc par ce qui a été exprimé pendant les suffrages, à travers les suffrages, mais il a été déterminé autrement par un coup d'État. Et ce n'est pas un cas unique dans l'histoire de ce que nous on a fait, d'avoir un résultat numérique du vote qui ne coïncide pas avec
l'issue finale du processus électoral. On va reprendre un peu après des exemples. Je vais vous montrer un peu comment on a travaillé dans les dernières années sur tous les pays dans lesquels on a travaillé. Nous travaillons, vous avez vu là, il y a une liste de nos partenaires. Le projet est financé par le CNRS et l'IRD, qui sont deux institutions de recherche françaises. On a eu des financements aussi et des formes différentes de soutien sur le côté informatique d'autres laboratoires et infrastructures de recherche françaises. Les partenaires que nous avons dans les pays d'enquête, dans les pays ciblés, sont surtout des partenaires logistiques qui nous aident à enfin, organiser les enquêtes, avoir des salles pour organiser les formations des équipes, euh, et aussi distribuer les financements, recevoir et distribuer les financements pour les chercheurs, etc. etc. Donc, sur quoi porte notre projet? Nous recueillons des données qualitatives, d'où la nécessité d'avoir des chercheurs qui soient vraiment avec nous, avec tout leur cerveau qui est syntonisé sur ce qu'ils sont en train de faire. Je vous disais que nous avons eu affaire souvent avec des chercheurs qui étaient expérimentés dans un certain sens, mais ce n'était pas forcément très positif pour nous parce que nous sommes retrouvés à devoir demander à nos chercheurs de perdre certaines habitudes qu'ils avaient acquis ou elles avaient acquis tout le long de ces enquêtes qu'ils avaient menées avec des organismes qui font de l'observation électorale et qui envoient des chercheurs sur les terrains pour faire des entretiens, mais avec des réponses multiples, avec des questionnaires, dans des situations dans lesquelles la quantité de données recueillies est beaucoup plus élevée de ce que l'on fait nous dans notre projet, mais les chercheurs qui est sur le terrain voit sa fonction limitée à un rôle qui est assez mécanique. Donc voilà, collecter des données, poser des questions figées aux gens, etc. etc. Nous sommes par contre dans le cadre d'un projet qui travaille sur les informations recueillies de manière qualitative. Donc nous décidons à l'avance quels sont les éléments qui peuvent être plus intéressants pour nous à évaluer et à recueillir pendant une certaine élection. Et puis nous envoyons nos chercheurs faire un travail de terrain en fonction de ces idées que nous avons un peu de la compétition électorale à venir. Ces idées, naturellement, sont discutées de manière prééminente avec les équipes qui sont sur place. Nous n'avons pas l'illusion, les professeurs Mazenguissa et moi, d'arriver dans un pays et de en savoir plus de quelqu'un qui habite dans le pays et qui connaît la vie politique beaucoup mieux que nous. D'autant plus que nous sommes confrontés à aussi, à ce que c'est très intéressant de voir ça, à un décalage entre les informations qui circulent à propos une élection par exemple qui se tient en Côte d'Ivoire, les informations qui circulent à propos de cette élection en France sont très différentes de ce qu'on voit vraiment circuler en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a des filtres, il y a tout un, un système qui fait si que il y a certaines informations qui sont relayées et d'autres qui ne le sont pas. Naturellement, l'Afrique est un continent très très vaste, très riche en diversité. Euh, vous savez bien qu'en Europe, toute cette diversité, elle est parfois inconnue, parfois euh, oubliée, et que donc la tendance ici, c'est de réduire un peu les élections africaines toujours voilà, des processus qui ne soient pas totalement efficaces, voilà. Et surtout, on voit rarement, très rarement ce qui se passe sur les terrains en termes d'atmosphère et de sensations, qui sont vraiment les éléments prééminents pour nous. Euh, nous allons donc recueillir des données et ce qui nous intéresse est l'expérience des citoyens. Et le professeur vous a raconté dans les dernières séances comment l'une des notions fondamentales pour nous, par exemple, est celle que quand il y a une élection dans un pays, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où, la vie de la société, la tenue de la société en tant que telle, elle-même, elle est suspendue. Il y a un moment dans lequel on ne sait pas
ce qui va devenir de notre société. On va voter, on va se retrouver normalement avec des nouveaux leaders. Ces nouveaux leaders, si tout se passe bien, seront en mesure de incarner cette totalité sociale qu'ils sont censés représenter. Mais il y a aussi un scénario dans lequel il y a des problèmes dans l'élection. Et comme je vous l'ai raconté, et comme vous le savez bien, ces types de scénarios problématiques ne sont plus uniquement une prérogative africaine, mais au contraire, ils deviennent presque plus fréquents dans les pays occidentaux qu'en Afrique. Euh, les moments d'instabilité liés aux élections sont forts, même en France. Euh, il y a eu des élections françaises qui ont été associées à des moments d'émeute, d'instabilité, notamment quand c'est Sarkozy qui a été élu, mais même plus récemment. Euh, les mouvements sociaux sont de plus en plus prêts à subvertir l'ordre politique. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec les supporters de Trump quand il a perdu son élection. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil. Les instances de tentative violente de déterminer les résultats d'une élection, donc en ignorant complètement le scrutin, deviennent de plus en plus fréquentes à travers le monde. Euh, nous travaillons avec des équipes qui sont limitées en nombre. Nous avons 4 à 10 chercheurs, des fois 12, ça dépend de la taille du pays et du budget, etc., qui sont dispatchés pour faire des différents types de travail dont je vais vous parler tout à l'heure. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de capter les impressions des citoyens. Et vous avez vu comment le professeur vous a expliqué que pour nous, il y a un élément très très important du pouvoir politique qui est son ancrage dans les formes d'autorité sociale ou dans les formes d'autorité qui sont immanentes à la société. Ces formes d'autorité-là sont les formes dont Rémi vous a parlé abondamment, liées par exemple à la famille, à la religion. Nous sommes tous encadrés dans des hiérarchies en tant qu'appartenant à notre famille, à notre société, à notre profession, à notre religion. Et ces hiérarchies sont des systèmes de pouvoir. Les hommes politiques, lorsqu'ils travaillent pour se faire élire, euh, très souvent essaient de convertir ces formes d'autorité sociale en pouvoir politique, en disant, par exemple, en s'associant avec des leaders religieux, avec des leaders immanents de plusieurs types, en envoyant des messages différents pendant la campagne électorale, des messages associés à leurs compétences, par exemple, à leurs forces, etc. etc. On en a un peu parlé pendant les dernières séances de ce séminaire. Donc, ce que nous essayons de voir dans nos enquêtes, c'est de comprendre à quel niveau les messages, quels sont les messages qui sont véhiculés par ces candidats pour essayer de s'approprier de ces formes d'autorité sociale et à quel niveau ces messages sont efficaces au sein de la population. Est-ce que les gens croient vraiment au leader quand il dit à tout le monde, moi je suis, moi je suis de quelque manière associé à un pouvoir religieux parce que, vous voyez, j'ai le soutien de tel ou tel leader religieux, de telle église, etc. Est-ce que ces messages-là sont vraiment efficaces? Est-ce que les gens y croient? Et aussi, comment est-ce que les différents candidats essaient de démonter les tentatives d'appropriation de formes d'autorité sociale par leurs ennemis? Donc de dire, lui, non, il n'est pas du tout compétent, lui, il n'est pas du tout légitime parce qu'il n'est pas citoyen de notre pays, etc., etc. Comment est-ce que les différents candidats travaillent sur les formes d'autorité sociale pour s'en approprier, pour empêcher que les autres, leurs adversaires, s'en approprient? Et tout ça, comment est-ce qu'on le capte? Comment est-ce qu'on le mesure? Comment est-ce qu'on essaie de le cerner sur nos terrains? Euh, par plusieurs systèmes. Surtout, c'est l'observation des médias qui nous intéresse, enfin en premier lieu. L'observation des médias, tout compris, sans juger de la véridicité ou pas des informations. Vous savez qu'il y a plein d'élections qui ont été jouées sur des informations qui n'étaient pas vraies.
Donc les fake news rentrent à tous les effets dans la pléthore d'informations que nous recueillons sur le terrain. Nous n'avons pas du tout l'intérêt à exclure des informations puisqu'elles ne seraient pas vraies. Au contraire, du moment où une information est diffusée, elle acquiert d'un certain niveau de vérité et donc elle devient intéressante pour nous. Euh, donc, quand je vous ai dit l'appropriation des formes sociales d'autorité, tout ça, c'est l'un des mécanismes de légitimation. Euh, L'objectif qu'un candidat à une élection essaie de poursuivre, et c'est lui naturellement de se faire élire par une manière ou par l'autre, mais aussi d'acquérir un certain niveau de légitimité. L'une des assumptions de notre méthode et de notre projet est aussi que sans avoir au moins un minimum de légitimité, il est impossible de gouverner un pays. Même les dictatures les plus violentes, les plus affreuses, les plus répressives, sont quand même construites sur un certain niveau de consensus qui peut être minimal et distribué sur des couches et des rôles clés de la société. Mais néanmoins, il s'agit d'une quelque forme de consensus. Il n'existe pas de pays qui est gouverné par une seule personne qui a contre lui ou elle tout le monde. Ça n'existe pas. Nous avons parfois ce genre d'illusions et d'idées, surtout dans ce qui est projeté à l'extérieur de l'Afrique, concernant certains pays. Nous avons récemment travaillé sur le Cameroun, et là, bon, nous avons un monsieur qui est au pouvoir depuis 40, 47 ans, je crois. Mais il ne faut pas confondre, et ça, c'est nos chercheurs sur place qui nous le disent, il ne faut pas confondre Monsieur Biya avec le système Biya. Monsieur Biya, il a 94 ans. Il est à peine en mesure non, 92 ans, pardon, ou 13. Il est pas en mesure de gouverner quoi que ce soit. Il habite en Suisse, il est soumis à des traitements constants toute l'année. Donc, ce qui est en place au Cameroun n'est pas du tout un système où c'est lui qui tient les choses. Voilà, il s'agit là d'un entourage. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'un zombie. Le professeur vous a déjà introduit cette notion. Euh, donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer d'examiner comment ce système-là se tienne autour de, par exemple, d'une figure telle qu'un zombie, mais ça peut être aussi une figure qui joue un rôle plus solide et qui a néanmoins besoin de son entourage pour rester au pouvoir et besoin aussi d'avoir un minimum de consensus au sein de la population pour pouvoir tenir le pays. Donc, malgré tout, euh, le travail des candidats est une quête de légitimité. Après, c'est une légitimité qui peut être aussi obtenue par la force. Hein. On peut se présenter comme les seuls présidents légitimes par le chantage, en disant à la population, soit vous me gardez au pouvoir, soit ça va être la guerre, le chaos, etc. Donc la légitimité n'est pas forcément quelque chose d'entièrement consensuel, mais ça reste quand même le résultat d'une considération qui est faite par la population qui finit par accepter le statu quo. Le statu quo est accepté pour des considérations même de coercion hein, et d'obligation. On ne peut rien faire et donc voilà, on accepte cette situation-là parce que sinon ça va être la guerre civile, sinon nos enfants vont être menacés, ça va être très compliqué, etc. Donc il y a toujours un moment euh, après l'élection dans lequel ce que nous on appelle la guerre électorale se termine, tout ce moment où on connaît les résultats du scrutin, on connaît qui est l'élu, mais on n'est pas sûr à 100% qu'ils sont en mesure de vraiment prendre le pouvoir et de le garder. Et je vous dis, hein, c'est pas qu'en Afrique. Mais quand les supporters de Trump ont envahi le Capitole, il y a eu un moment où le système démocratie américain a vraiment vacillé. C'est-à-dire, on ne savait pas si Biden allait réussir à tenir le pays ou pas. Peut-être que cette tentative de coup d'État aurait pu aussi réussir et que voilà, on se serait retrouvé dans un scénario avec une imposition d'un pouvoir différent par rapport au résultat du scrutin
qui était d'ailleurs mis en discussion et enfin, considéré comme ambigu, etc. Vous connaissez peut-être tous les défaillances du système politique américain, mais pas que du système politique américain. Il y a beaucoup de il y a beaucoup qui se joue sur le système électoral, sur comment est-ce que les votes et les suffrages récoltés sur le territoire sont transformés en un résultat électoral. Et cela est déterminé par la loi électorale. Et la loi électorale est souvent l'un des points qui sont très débattus avant l'élection et modifiés souvent. Même récemment aux États-Unis, les démocrates dans certains États ont fait des modifications à la loi électorale, bon, qui répond à des modifications analogues qui ont été faites par les républicains dans d'autres États pour essayer d'avoir de favoriser leur propre parti. Hein. Chacun travaille et chacun ramène l'eau à son moulin. Et ce travail qui est fait sur les lois électorales aux États-Unis, mais aussi dans les pays que nous étudions, et qui se déroule de manière assez systématique avant chaque scrutin, est très intéressant à suivre, avec les débats qui l'emportent, avec les discussions, et, et ça nous donne très souvent un aperçu de ce qui va être le résultat de l'élection. C'est parce que les jeux de force entre les différents champ politique, il se joue beaucoup sur la détermination de la loi électorale et de comment est-ce que le système électoral sera façonné pour produire un résultat numérique précis. Euh, donc, on essaye de avoir un aperçu de plus en plus transversal, c'est-à-dire que quand je vous ai parlé de scrutin, etc., il y a des gens qui participent activement, qui vont voter, et des gens qui ne le font pas. Néanmoins, quand il s'agit de construire sa propre légitimité, le candidat il s'adresse à tout le monde, à ceux qui participent à la vie politique, mais aussi à ceux qui n'y participent pas. Donc, la quête de légitimité, les messages que les candidats adressent aux citoyens sont adressés à tout le monde, peu importe s'ils participent ou pas à la vie politique. Naturellement, les électeurs sont les plus ciblés, mais il y en a beaucoup d'autres qui restent aux marges de la compétition électorale d'un point de vue du scrutin, mais qui peuvent jouer un rôle important dans la détermination du résultat final, parce que c'est souvent ou parfois, enfin, c'est les gens qui déterminent la situation dans un pays d'un point de vue de la stabilité, de la sécurité, etc. Donc, voilà, l'élection est une procédure complexe, elle ne peut pas être réduite au simple vote. Nous étudions naturellement aussi le vote et les scrutins et ce qui se passe autour du scrutin, parce que l'atmosphère et les sensations et les impressions des gens autour du scrutin nous donnent quand même un aperçu important de comment est-ce que le système politique se tient et de comment est-ce que la légitimité politique est construite dans chaque pays. Mais nos enquêtes débutent 1 à 2 mois avant la date du vote et elles continuent pendant très longtemps après la date du vote. Nous avons voté au Cameroun, si je ne me trompe pas, c'était le 25 octobre et en Côte d'Ivoire, c'était le 17. Nous sommes à presque un mois de distance de l'élection camerounaise et plus qu'un mois de distance de l'élection ivoirienne. Et nous sommes toujours au travail avec nos équipes. Les résultats pour les deux pays ont été annoncés. Il manque la prestation de serment, je crois, de la Côte d'Ivoire, mais nous sommes toujours au travail, puisque nous considérons que ce moment de la guerre électorale n'est pas vraiment conclu. La guerre électorale, elle ne s'arrête pas au moment de l'annonce des résultats, elle s'arrête au moment où le nouveau leader ou l'ancien leader qui est reconfirmé sont adoubés par la population. La guerre électorale s'arrête au moment où les gens acceptent la situation courante, les résultats qui étaient annoncés du scrutin, dans certains cas, le mec qui a pris le pouvoir suite à un coup d'État, dans certains autres cas. Ils acceptent le résultat d'un deuxième scrutin. Des fois, il faut répéter la procédure électorale puisqu'on s'est aperçu qu'il y a eu des irrégularités, etc. Les mises en discussion du résultat électoral par l'opposition sont d'une manière ou de l'autre apaisées, calmées,
souvent avec des accords entre l'opposition et les gens qui sont au pouvoir. Euh, il y a quand même des considérations qui sont faites par les supporters de l'opposition, donc les citoyens qui n'ont pas soutenu les vainqueurs. Il y a des considérations qu'ils font pour dire, bon, on accepte quand même, on a perdu, on accepte que notre pays soit gouverné par le candidat qui n'était pas notre favori. Et ce qui nous intéresse beaucoup de voir, c'est quelles sont les motivations de cette acceptation. Ça peut être, comme j'ai dit, hein, ça peut être la violence, la crainte de subir des conséquences négatives si on continue à mettre en discussion les résultats. Ça peut être, pardon, ça peut être simplement le fait que, voilà, notre candidat, il a fait un accord avec le parti au pouvoir, ils se sont partagés un peu le pouvoir, et donc voilà, c'est bon pour nous, on accepte que ce soit comme ça. Donc c'est le moment de la fin de la guerre électorale qui détermine la fin des enquêtes. Euh, Ce point-là, alors je l'ai mis parce que quand il y a 10 ans, on a commencé à travailler à ce projet, euh, et on disait, il y a des mécanismes qui ne sont pas forcément des mécanismes rationnels qui déterminent les résultats de l'élection. Quand on pense à cette appropriation des formes de pouvoir social et de comment est-ce qu'on peut engendrer, disons, un peu de confusion, entre guillemets, chez les gens, en leur disant votez pour messieurs Ouattara, puisque, ou euh, pour messieurs Biya, puisque c'est lui le plus expert, le plus compétent pour gouverner le pays. Votez pour lui puisqu'il a le soutien de tous les leaders religieux, parce que c'est un homme très pieux, très religieux à son tour. Et donc voilà. Euh, Tout ça, ce sont des... on fait appel, si vous voulez, à des côtés qui sont pas... à des comportements, à des côtés, à des attitudes, à des croyances qui sont pas forcément rationnelles chez les gens. Donc les facteurs émotionnels jouent un rôle important dans les compétitions électorales, ainsi que justement les fake news qui sont pour la plupart conçus pour toucher à cette sphère-là, la sphère des émotions. Euh, Lui, le candidat Ouattara, il a un passeport français et donc il ne fait pas partie vraiment de notre pays, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. On essaie de le démolir comme ça. Enfin, il y a plein d'exemples de comment est-ce qu'on travaille sur des facteurs émotionnels pour déterminer les résultats d'une élection. Et alors, il faut être honnête, les politologues sont très conscients de tout ça depuis des décennies. Mais la politologie a été quand même fondée euh, sur des idées qui prônaient un peu cette idée de l'homme en tant qu'agent, l'homme, la femme, les êtres humains en tant qu'agent rationnel. C'est-à-dire que les comportements, euh, dans le cas spécifique, les comportements électoraux seront déterminés par un choix rationnel, une considération rationnelle de ce qui est le candidat qui va apporter plus d'avantages pour les gens qui sont dans ma classe sociale, dans ma condition, dans ma profession, dans ma région. Et je vais voter pour lui. Ça va être un choix exclusivement déterminé par des facteurs rationnels. Ce n'est pas du tout le cas. Nous assistons désormais partout dans le monde à au déroulement d'une vie politique qui n'est pratiquement plus du tout construite sur des véritables programmes politiques. Les candidats, on les vote parce qu'ils ont l'air sympas, parce qu'ils ont l'air fiables, parce qu'ils ont une bonne réputation. Mais très rarement, on va vraiment voir quel est le programme de chaque candidat et on va faire notre choix sur la base de ce programme-là. D'autant plus que les programmes se ressemblent de plus en plus avec l'aplatissement idéologique auquel nous avons assisté un peu dans les dernières décennies. Enfin, ça, c'est des généralisations, hein. Mais bon, ce qui est hors de doute, c'est que les facteurs émotionnels jouent un rôle important dans la vie politique et que il est, euh, j'ose dire, presque inutile d'approcher une compétition électorale sans en tenir compte. Parce qu'on on va se retrouver avec
des prévisions et des idées qui sont partielles. Euh, on essaie aussi de comprendre un peu quelles sont les défaillances des systèmes démocratiques, non pas pour critiquer la démocratie en tant que telle, mais pour essayer de comprendre comment est-ce que ce mot démocratie, qui a été largement abusé depuis la fin du siècle dernier, ou le début de ce siècle-là, avec toutes les tentatives d'exportation de démocratie auxquelles nous avons assisté, et comment ce mot, en fait, a été enfin, abusé. La démocratie n'est pas vraiment un concept qu'on peut avoir sous une forme de on-off, c'est-à-dire que la démocratie, elle est dans les détails, elle est dans un système démocratique qui est sain, euh, est différent d'un système démocratique qui ne marche pas, mais les deux peuvent être considérés comme des systèmes démocratiques. On vote au Sénégal comme on vote au Cameroun, mais ce n'est pas du tout la même chose. On vote en Italie comme on vote en France, et là aussi, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, comment est-ce que ce sont des modifications, des altérations, des, des interventions sur les fonctionnements des systèmes démocratiques qui peuvent en déterminer l'efficacité ou pas. Et nous essayons aussi un peu de comprendre quelles sont ces interventions et comment théoriquement on devrait procéder pour avoir un système démocratique sain. Euh, donc, tout ça, nous le faisons en demandant à nos équipes de jouer un rôle prééminent. Nous demandons à nos équipes d'être là avec nous, de travailler, de nous introduire à ce qui se passe dans leur pays, notamment de euh, travailler avec nous sur les hypothèques d'intrigue et de sous-intrigue. Rémi vous a aussi un peu parlé de ces notions-là. Nous approchons le fait électoral avec un filtre. Nous n'avons pas la prétention de faire un travail objectif là-dessus. Enfin, nous essayons, disons, dans un certain sens de le faire, mais notre, notre approche est telle que nous considérons que aucune approche peut être vraiment objective et que chaque chercheur qui approche un objet d'étude le fait avec un certain nombre d'idées, j'ose dire presque de préjudices, et quand même d'idées, de points qu'il va aller sur les terrains pour vérifier, etc. Et que donc, ça fait partie de notre, notre éthique, si vous voulez, des chercheurs, de formuler quelle est notre intrigue, c'est-à-dire de dire sous quelle perspective nous abordons une certaine élection, qu'est-ce qu'on s'attend d'une certaine élection et comment est-ce que nous décidons de l'approcher. Et vous allez voir après, je vais vous montrer enfin quelles sont les intrigues et les sous-intrigues qu'on a conçues pour que vous compreniez un peu comment est-ce que la formulation de ces intrigues et sous-intrigues va guider le travail de l'équipe qui va chercher des informations spécifiques parce qu'on on a décidé, nous, de travailler sur certaines hypothèses. Naturellement, on travaille beaucoup avec les équipes aussi pour comprendre quels sont les endroits les plus intéressants à étudier. Les pays sont, sont vastes, il y a des capitales, il y a des coins plus reculés. Euh, Plein de choses intéressantes se passent normalement dans les capitales, mais c'est intéressant aussi d'aller voir d'autres endroits, puisque le consensus politique peut être réparti dans le pays selon des lignes géographiques aussi. Donc, nous travaillons beaucoup avec les chercheurs des équipes pour leur demander où est-ce qu'il pourrait être intéressant de mener dans quelle partie du pays. Euh, Comment est-ce que ça fonctionne sur les terrains? Les chercheurs sont recrutés pour faire un travail de collecte de données pour l'archive, qui est sur la longue durée, qui dure 2 à 3 mois autour de la date du vote, et qui consiste à recueillir toutes les informations auxquelles ils sont exposés, ils ou elles sont exposés en tant que citoyens de leur pays. Donc, ils vont tomber sur plein d'informations qui vont être véhiculées par des médias officiels, par des réseaux sociaux, par des tracts, par des rumeurs qu'ils entendent dans la rue.
Et donc tout ça, nous demandons à nos chercheurs de l'insérer dans l'archive Electa au fur et à mesure que la période d'enquête avance. En plus, nous leur demandons aussi de partir sur des terrains spécifiques. Donc là, on sort de sa vie quotidienne, on part sur un terrain qui est choisi généralement avec des critères donc de faisabilité, première chose. Donc, est-ce qu'avec les budgets qu'on a, tu peux partir à cet endroit, hein? De aisance, donc le fait que le chercheur ne soit pas un inconnu total ou qu'il ne suscite pas de perplexité quand il se balade sur les terrains est fondamental pour nous. Euh, je vous ai dit, nous sommes là pour capturer les sensations, les impressions des gens. Et quand il y a un élément perturbateur sur un terrain, donc quelqu'un qui va mener une enquête, on ne sait pas trop qui c'est, etc., évidemment, les comportements vont changer. Les gens pourraient prendre des attitudes prudentes, se cacher, etc. Donc, nous, on veut que le chercheur soit le moins remarquable possible sur son terrain. Donc, on a tendance souvent à choisir des terrains qui sont par exemple le quartier d'origine du chercheur ou même assez souvent son lieu d'origine éloigné de la ville. La plupart de nos chercheurs sont des étudiants en master ou en doctorat qui sont parfois ont quitté leur lieu d'origine pour se déménager dans la capitale et faire leurs études là-bas. Et donc, on leur demande de retourner chez eux, ce qui d'ailleurs ils sont souvent obligés de faire pour aller voter, par exemple. Donc, pour mener des missions de terrain dans le village d'où ils viennent. Après, je vais passer aux exemples et je vais vous expliquer un peu mieux comment est-ce qu'on choisit les terrains, etc. Mais quand ils sont sur les terrains et ils mènent leur mission, qui sont normalement trois ou quatre, donc une qui soit avant le vote, normalement après que les candidatures sont validées, il y a beaucoup qui se jouent, surtout récemment autour de la validation ou du rejet des candidatures. Et donc après la validation des candidatures, on voit souvent des réactions, parfois assez fortes même sur les terrains. Donc ça, c'est souvent un moment qu'on choisit pour la première mission. La deuxième se déroule pendant le vote, donc le jour du vote. Et puis nous avons après le vote une ou deux missions, parfois plus, ça dépend, c'est très variable le nombre de missions. Les étudiants, les chercheurs en Côte d'Ivoire, ils sont à leur cinquième mission pour cette élection et celle non pardon, ils en ont fait cinq et celle qui mène après le vote est la sixième. Donc ils ont fait un grand nombre de missions. Ils ont décidé de travailler comme ça, partir souvent sur les terrains, chercher des informations. Donc, quand ils sont sur les terrains, ils font un travail d'observation participative et des entretiens semi-directifs. Donc, des conversations avec les citoyens qu'ils déclenchent avec une petite consigne, une question racontez-moi un peu ce que vous pensez de cette élection-là. Et puis, ce sont des entretiens qui ont la forme d'une conversation. Et l'observation participative est aussi un travail dans lequel eux, ils se baladent dans les quartiers, dans les villages, dans les lieux, les terrains d'émission et ils essaient d'intégrer certaines situations dans lesquelles on discute du politique. Euh, il y a toujours des endroits où on trouve des cafés ou des marchés ou des endroits où on peut trouver des cercles des gens qui discutent de politique. Donc on demande à nos chercheurs d'aller voir un peu ce qui est dit dans ces cercles, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis d'observer aussi certains indicateurs qui peuvent nous donner un peu une idée claire de quelles sont les perceptions des gens par rapport à l'élection et surtout quel est le niveau de crainte, de peur qui entoure une élection, qui est normalement une information qui est assez intéressante pour nous. Euh, donc, ces équipes, on les forme, on fait un travail de formation qui est assez complexe. Outre à leur expliquer toutes les facettes de notre méthode un peu particulière, de notre approche à l'élection, nous travaillons avec eux aussi pour leur expliquer comment fonctionne notre plateforme, comment est-ce qu'on veut qu'ils se portent sur les terrains. Alors,
nous avons souvent des équipes dans lesquelles il y a des vétérans. Cela est très utile pour nous parce qu'évidemment, il y a moins d'informations à transmettre. Il y a tout un travail de formation qui peut se faire aussi au sein de l'équipe elle-même sans que nous on soit impliqués à distance. Mais disons que c'est courant de faire 3 ou 4 journées de formation avec les équipes à distance, puis des moments d'exercice, des moments d'entraînement, etc., pour pouvoir avoir des chercheurs qui soient vraiment capables de faire le travail. L'aspect participatif de ce projet consiste aussi à offrir, si vous voulez, à nos chercheurs, qui sont bien évidemment aussi rémunérés aussi, mais euh, il y a une petite chose à côté, ce qui est celle de, voilà, de apprendre à travailler sur le terrain avec dans le cadre d'un projet de recherche qui est établi, avec un système informatique qui guide les enquêtes et qui permet aussi de faire un premier travail de classement des données qui est très important pour nous, mais aussi très utile pour quelqu'un qui va travailler toute sa vie s'il veut être chercheur avec des données de recherche. Donc voilà, il y a toute une série d'échanges qui se passent entre nous et les chercheurs sur place. En général, la rémunération n'est pas énorme. Donc nous ne sommes pas dans un projet où nous arrivons avec plein d'argent et nous offrons des grosses enveloppes à des gens pour faire un travail passif. Là, c'est plutôt chercher des gens qui ont envie d'être actifs et qui ont envie aussi peut-être de faire des thématiques électorales leur sujet de spécialisation. Donc, des gens qui vont accumuler une expérience qu'ils vont pouvoir utiliser largement en avenir. Euh, voilà, donc bah, en chiffres, très rapidement, vous voyez ici les 29 élections sur lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent. Vous voyez un peu ce qui a été fait. Donc, il y a eu plus de 450 missions sur le terrain. Il y a plus de 160 participants entre chercheurs et superviseurs. Les pays qui sont impliqués sont les 13 que je vous ai montré tout à l'heure. La quantité de données que nous avons ramassées est assez importante. Nous avons presque 9000 saisies des données et plus de 4000 dossiers sur les acteurs politiques. Donc ça, c'est deux formes d'informations qu'on collecte dans la plateforme. Nous avons euh, des publications qui sont produites par les chercheurs de notre réseau. Euh, Ça, c'est une activité assez constante. Il y en a plusieurs d'entre eux qui, après avoir travaillé avec nous, sortent un petit article ou quelque chose qui sera publié sur des revues académiques ou même sur des médias, ça dépend. Euh, alors, nous avons périodiquement essayé d'organiser des réunions dans lesquelles les équipes se retrouvent. Ça peut être les superviseurs, ça peut être les équipes tout entières. Ce séminaire en constitue une. Alors aujourd'hui, cette journée est un peu particulière parce que j'explique des choses qui sont assez auto-évidentes pour les chercheurs de notre réseau. Donc vous voyez, même Suzanne et Knowledge se sont déconnectés pour l'instant parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Suzanne et Knowledge n'ont pas travaillé avec nous cette année. Ils nous suivent d'année en année. Après, quand il y aura des nouvelles élections en Afrique du Sud et en Zimbabwe, on va les mobiliser. Mais après, il y a aussi des occasions dans lesquelles on se retrouve pour discuter la méthode de recherche, pour la peaufiner, faire des modifications à la plateforme. Il y a des occasions auxquelles on se retrouve. On a organisé des conférences à Paris. On a invité tous les superviseurs. On essaie d'en organiser une cette fois dans un pays africain pour l'année prochaine. On va voir si on arrive à l'organiser. Donc on se retrouve, on discute la méthode, on discute les intrigues, on discute comment est-ce qu'on procède dans nos enquêtes. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans les derniers 10 ans, hein, dans notre méthode et dans notre fonctionnement sur le terrain. Ces changements sont tous incarnés par l'évolution de cet outil informatique qui est la plateforme Electa, que je vais vous présenter rapidement maintenant, et qui sert à quoi? Elle sert d'un côté à organiser et guider le travail d'enquête. Donc, tout chercheur va trouver sur la plateforme tout ce dont il a besoin pour travailler. Donc, il va retrouver là quel est le terrain sur lequel il est dispatché, à quel moment il doit faire les missions, etc. Naturellement, les terrains et les dates des missions sont discutés
et décider avec les chercheurs et surtout sur la base de leurs suggestions. Mais une fois qu'on les a décidés, tout est figé sur la plateforme. Et donc, au niveau de l'organisation, il y a tout un agenda qui est créé à niveau de l'outil informatique. Euh, donc, on travaille aussi à la plateforme et on l'adapte avant de travailler sur une élection spécifique pour, de quelque manière, faire en sorte qu'elle réfléchisse un peu la stratégie qu'on décide d'adopter pour approcher l'élection. Euh, on peut travailler sur les grilles de recherche. Donc, quand je vous ai dit, les chercheurs, ils ont à faire un travail de mission de terrain et un travail d'archive. Donc, des entretiens, des observations participatives et aussi un travail d'archivage. Pour chacune de ces modalités de collecte de données, on leur donne une grille, donc une grille d'items que est le système un peu classique de l'observation du travail qui est fait sur le terrain par l'anthropologue et les sociologues, c'est de partir avec une grille qui contient une liste des points qu'il est intéressant d'aller observer, des points sur lesquels il est intéressant d'orienter la conversation avec les gens qu'on interviewe, etc. Donc ces grilles-là s'adaptent à chaque pays, à chaque élection. On peut faire un travail aussi d'adaptation en fonction des demandes de nos chercheurs. Parfois, il y en a qui s'intéressent à des thématiques spécifiques liées à l'élection ou à la politique. Par exemple, les artistes et l'élection, par exemple, les thématiques du genre et l'élection, etc. Nous, on intègre des éléments dans les grilles de recherche qui permettent non seulement à eux de collecter et classer des informations euh, pour ces thématiques-là, mais à toute l'équipe, donc à tous leurs collègues qui sont en train de travailler, de recueillir et classer des informations selon ces thématiques. Donc aider les chercheurs ou la chercheur qui a un intérêt spécifique sur une thématique à collecter des informations pour son sujet à lui ou à elle. Donc, la plateforme, quand on va saisir des informations dedans, oblige de classer et de référencer de manière assez rigoureuse les données. Et ça, c'est très important pour les rendre accessibles en avenir. On fait aussi un travail de vérification des données qui est fondamental parce que la plateforme est un outil assez sophistiqué. Il y a plein de mauvaises habitudes que parfois, enfin plein, il y a parfois des mauvaises habitudes que les chercheurs doivent perdre et que donc il faut un peu vérifier qu'elles soient effectivement abandonnées. Donc il y a tout un processus de vérification par plusieurs étapes qui se fait au sein de l'équipe avec les superviseurs et puis avec nous qui sommes disons un peu les superviseurs centrales du projet et qui sert à assurer la cohérence et euh, que les données ne contiennent pas d'erreurs ou d'imprécisions. Euh, Naturellement, la plateforme, elle sert aussi à rendre les données accessibles à tous les chercheurs qui sont affiliés au projet ou à d'autres chercheurs qui nous ont, dans notre histoire, demandé est-ce que je pourrais voir les données de telle ou telle élection ou de tel ou tel pays. Donc la plateforme permet de les exporter et de les envoyer aux chercheurs qui nous le demandent. Comment est-ce que sont structurées les données dans la plateforme? On a un système de dossiers, donc, qui est d'ailleurs commun à toutes les élections. Donc quand on commence à travailler, excusez-moi, quand on commence à travailler dans un pays spécifique, on monte une liste de dossiers. Donc on s'interroge sur quels sont les principaux acteurs de la vie politique. Et quand je dis acteurs, je parle des personnes, naturellement, des hommes politiques, des femmes qui sont engagées dans la vie politique, mais aussi des organisations, des partis politiques, des leaders immanents, donc de tous ceux qui jouent un rôle important dans des hiérarchies sociales, mais qui ne sont pas présents ou pas forcément présents dans la vie politique du pays. Toutes les agences de l'État, etc., etc. On a un grand nombre de dossiers qui sont constitués pour chaque pays. Ici, vous voyez, ils sont triés par type et sous-type. Donc, vous avez les personnes, les organisations, les groupes.
vous avez les médias et les agences du gouvernement, et puis chacun de ces groupes est divisé en sous-groupes. Et tout ça, ça nous sert toujours à coller des étiquettes de plus en plus précises aux informations qu'on collecte sur le terrain. Euh, donc chaque chercheur, il a une page comme ça, vous voyez, sur laquelle il trouve. Tout, en premier lieu, il trouve ici les hypothèses sur l'intrigue et les sous-intrigues qu'on a formulées à travers un débat avant le début des enquêtes avec l'équipe, et qu'ensuite on va valider ou démentir avec la collecte d'informations sur le terrain. Donc à la fin des enquêtes, il y a aussi un moment où on rediscute un peu les hypothèses d'intrigue pour voir si elles étaient effectivement valides, intéressantes, solides ou pas. Ensuite, dans cette partie orange, les chercheurs vont travailler sur les données d'archives. Donc ici, pendant toute la durée d'enquête, toutes les semaines, il va recueillir un peu d'informations sur son téléphone, etc., faire des captures d'écran. Enfin, il y a plusieurs systèmes pour mettre de côté des informations. Et un jour par semaine, il prend une heure ou deux pour saisir toutes les informations qu'il a récupérées dans l'archive d'Electa. C'est très important pour nous d'avoir un système d'archivage cohérent et efficace parce que tout ce qui est diffusé sur Internet, etc., comme vous le savez, est très éphémère. Donc nous avons besoin de transposer toutes les informations qui sont collectées par nos chercheurs sur notre plateforme. Donc quand on fait une saisie de données, on peut télécharger des pièces jointes, des fichiers vidéo, du son, etc. Et cela nous permet d'avoir une archive permanente des messages qui sont véhiculés pendant une élection. Après, ici en bas, vous voyez, dans ce cas-là, il y en a trois, les missions qui sont attribuées à ces chercheurs-là. Ces chercheurs, il a trois missions, et pour chaque mission, il peut saisir des données d'observation et des données d'entretien. Donc là, vous avez un exemple d'une grille de recherche. Ça, c'est une grille générique pour l'archivage. Il n'y en a qu'une partie. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, ça, c'est pas ce que je voulais faire. C'est un peu difficile de mettre tout ça sur des feuilles Excel parce que c'est voilà, des grandes listes. Mais ici, vous voyez un peu comment est-ce qu'on oriente d'un côté les chercheurs vers certains points qui nous intéressent et comment est-ce qu'en plus on l'oblige de classer les informations. Parce que quand il va faire les classements, par exemple dans l'archive, il va se retrouver voilà, avec une page dans laquelle on lui demande de classer l'information sur la base du sujet, donc de l'item de la grille de recherche auquel correspond l'information qu'il a trouvée. Il y a plein de champs qui sont à remplir dans chaque page de saisie des données. Naturellement, des éléments géographiques et chronologiques qui nous intéressent. Où est-ce que tu as repéré l'information ou bien où est-ce qu'elle a été diffusée? Quelle est la source de l'information? Possibilité de télécharger des éléments audiovisuels, des images, des documents, etc. Euh, à quel dossier elle fait référence? Donc, quels sont les dossiers qui sont impliqués dans l'information que tu es en train de saisir? Et là, on, cela nous sert à pratiquement constituer des liens entre les différents morceaux d'informations qui concernent la même personne, par exemple. Quand il y a, ça sera possible pour un chercheur demain de grouper assez facilement toutes les informations qui concernent, par exemple, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que les chercheurs ici, il indique, quand il est en train de saisir une information qui concerne M. Ouattara, il indique ici. Et donc ensuite, tout ça, ça nous permet de construire des liens entre toutes les informations qui concernent M. Ouattara, par exemple. Donc la plateforme est toute conçue pour avoir des données qualitatives, mais sur lesquelles on peut faire un travail de caractère presque statistique. Et ça, c'est un point que je vais approfondir un peu dans la suite. Quand on a développé cette plateforme, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle, mais on parlait déjà de modèles de langage, de possibilités de travailler sur des données qualitatives de manière presque quantitative. C'est ce qui fait un peu l'intelligence artificielle. Vous voyez, elle regroupe des informations de caractère qualitatif pour en sortir des conclusions. Des conclusions qui peuvent être simplement
des comportements pour l'IA générative qu'on utilise désormais presque tous les jours, mais qui, dans notre cas, pourraient être, par exemple, aussi des liens entre, par exemple, les messages liés à la violence et à la peur et comment se déroule effectivement une élection, etc., etc. Donc tout ça, nous sommes en train un peu de les développer, mais c'est très compliqué. Il faudrait une équipe de 300 personnes qu'on n'a pas actuellement. Euh, Ici, un petit exemple de ce qu'on trouve dans nos archives. Vous voyez, ce sont des endroits très riches où on trouve des informations qui pourraient circuler sur des médias presque à l'international, des informations qui ne passent que sur le plan local. Là, nous sommes au Gabon en 2023. Tous les communiqués qui étaient diffusés par la junte, en fait, monsieur Oligui, donc la personne qui a pris le pouvoir suite au coup d'État, sont précieux et très intéressants. Ils nous disent beaucoup de comment se sont déroulées les choses là-bas. Et à l'étranger, ils n'ont eu aucune diffusion. Euh, Presque aucune. Enfin, il fallait être abonné à des chaînes sur des réseaux sociaux pour les avoir, etc. Nous avons des articles des médias officiels, nous avons plein de choses, réseaux sociaux, etc., etc. C'est très divers. Euh, alors, je vous ai expliqué qu'on envoie les gens, les chercheurs aussi sur les terrains pour repérer des données à travers un travail d'observation. Ça, c'est un peu plus approfondi de ce qu'on fait avec l'archive, c'est-à-dire là, tu pars sur les terrains, tu passes ta journée sur ton terrain, tu vas observer quelle est la situation, quelle est l'atmosphère sur le terrain, quels sont les comportements des gens. Est-ce que les jours du vote ou la journée XY spéciale qu'on a choisie comme journée de ta mission et qui sera couramment une journée dans laquelle il y a par exemple un meeting, une journée dans laquelle il y a par exemple la prestation de serment, une journée dans laquelle on est susceptible de voir des citoyens mobilisés autour de la vie politique et donc de avoir peut-être à observer des situations particulières, discussions, manifestations, présence de forces armées, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on demande à nos chercheurs d'observer. Et puis, c'est très intéressant d'avoir ces données parce que, surtout dans les dernières enquêtes, on travaille beaucoup sur des zones qui sont aussi éloignées des capitales. Vous savez tous que dans les deux pays sur lesquels nous avons travaillé le plus récemment, la Côte d'Ivoire et, et le Cameroun, euh, il y a des régions dans lesquelles l'autorité de l'État est moins forte, notamment dans les régions anglophones du Cameroun, qui sont intéressées par des conflits latents, mais ce sont des véritables petites guerres civiles qui se déroulent de manière euh, à répétition sur ces endroits. Et les moments de la compétition électorale est un moment toujours où ce type de dynamique-là est souvent accéléré. Donc on assiste à des émeutes, on assiste à des confrontations, on assiste à des déploiements de forces armées particuliers, etc. Donc c'est très intéressant d'avoir des chercheurs aussi qui partent dans des zones éloignées des capitales. Euh, Voici ce qui produit notre observation. Là j'ai choisi des données d'observation qui viennent d'une journée de vote. Donc vous voyez comment effectivement on voit aussi nos chercheurs travailler sur les. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette image? C'était une image d'une voiture qui brûle en Côte d'Ivoire. Bon. Euh, on envoie nos chercheurs aussi regarder un peu ce qui se passe sur le bureau de vote, naturellement. L'atmosphère et la quantité de monde qui passe par le bureau de vote est une donnée intéressante pour nous. Ça nous dit quelque chose à propos de l'élection. Est-ce que les gens sont allés massivement voter? Est-ce que les gens ont ignoré l'élection? Voilà, tout ça, c'est très intéressant pour nous de connaître tout ça. Parce que ça nous donne une mesure de comment est-ce que les tentatives faites par les candidats de légitimer leur course électorale sont efficaces ou pas auprès des citoyens. Et, et aussi de comprendre d'où vient la légitimation des nouveaux leaders qui sont élus ou des anciens leaders qui sont reconfirmés. Comment elle est construite. Euh, alors, les entretiens, encore plus,
nous donne vraiment un aperçu des sensations des gens par rapport à l'élection. Il nous donne aussi une mesure de comment les informations qui sont médiatisées, qu'elles soient vraies ou fausses, sont reçues par la population, si elles sont crues, accueillies, elles suscitent de la méfiance, etc. Tout ça, c'est très intéressant pour nous, hein, indépendamment de la véridicité ou pas euh, de la, de l'information. Euh, les entretiens nous permettent aussi d'évaluer si les tentatives d'appropriation des formes de pouvoir social sont efficaces ou pas. Pourquoi est-ce que vous votez pour lui? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le plus compétent? Enfin, on- normalement, on ne pose pas des questions directes pendant nos entretiens. C'est les personnes qui sont encouragées à parler de leur expérience, etc. On s'abstient le plus possible de poser des questions directes. Parfois, on le fait. C'est des conversations sur la vie politique. D'ailleurs, on demande à nos chercheurs aussi de choisir les personnes interviewées de manière transversale dans la société. On n'a pas forcément un intérêt à aller interviewer des gens qui participent activement à la vie politique, tels que des supporters de candidats, les candidats eux-mêmes, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître la vie des gens, qu'ils participent ou pas à la vie politique. Euh, et en plus, surtout vers à la fin de la guerre électorale, les gens vont nous donner un aperçu de pourquoi et comment ils acceptent le résultat de cette élection. Qu'ils soient d'accord ou pas, mais quelles sont les considérations derrière leur acceptation, qui motivent leur acceptation du résultat. Euh, donc bon, là, je vais passer un peu rapidement parce que les entretiens sont saisis dans la plateforme d'une manière qui oblige les chercheurs à en faire une transcription. Donc vous voyez que chaque concept qui est exprimé par la personne interviewée, chaque idée devient une saisie des données, et ce qui rend les données plus facilement exploitables et utilisables après. Au lieu d'avoir une longue transcription d'un entretien, on a un grand nombre de saisies de données singulières qui sont chacune classées par sujet, donc par thématique, et puis par un nombre d'autres critères. Les pages de saisie de données ressemblent tous à celles que vous avez vues tout à l'heure avec des cartes, des champs chronologiques, des champs de dossiers, etc. Bon, ensuite, il y a un processus de validation. Je ne m'attarde pas trop non plus là-dessus parce que on a commencé un peu en retard et je voudrais plutôt vous montrer un peu ce qu'on a trouvé sur le terrain dans les dernières années. Et puis, il y a tout un énorme manuel de recherche et un grand nombre de tutoriels, toute une série d'outils assez sophistiqués qui permettent aux chercheurs de comprendre le fonctionnement de la plateforme parce qu'on l'explique pendant notre formation, mais les niveaux de compétences informatiques sont très divers. On travaille avec des jeunes, on travaille avec des moins jeunes, et souvent l'âge est un critère fondamental qui détermine l'aisance avec les différents appareils qu'on leur demande d'utiliser. L'ECTA, ici, vous voyez la version ordinateur, mais elle fonctionne aussi sur les smartphones. Et ça, c'est l'un des atouts majeurs de la plateforme, qu'elle permette à un chercheur de se balader sur un terrain sans prendre des notes, mais plutôt en ayant un téléphone dans la main, ce qui ne suscite plus aucune attention. Alors que quelqu'un qui se balade sur un terrain, peut-être les jours du vote, autour du bureau de vote, avec un cahier en train de prendre des notes, va sûrement susciter des réactions, de la curiosité, voire aussi de l'hostilité parfois, les forces de l'ordre, etc. Donc le fait de trafiquer sur un téléphone ne suscite plus aucune curiosité, et donc voilà, c'est ce qui permet à nos chercheurs d'être un peu plus tranquilles sur les terrains. On les envoie naturellement avec plein de papiers qui certifient qu'ils sont en train de travailler sur les terrains, etc. Mais enfin, plein de papiers avec un papier qui certifie, etc. Mais bon, ça nous est arrivé dans certains contextes qu'il y ait des problèmes parce qu'ils participent à une enquête sur l'élection et cela n'est pas forcément très bien vu par la police, etc.
Alors, là, je vais vous parler un peu des problèmes qu'on a. Vous voyez ce qui sort quand on fait une exportation des données des lecteurs. Là, vous avez ça, on le voit presque pas, mais c'est une feuille Excel dans laquelle vous avez, je pense, une bonne centaine de colonnes. Et si on prend toutes les données qu'on on a dit qu'on a presque 9000 lignes dans cette feuille Excel. Donc, travailler sur ces données n'est pas facile. Quand nous avons conçu la plateforme, nous avons bien pensé au fait que ces données auraient pu être analysées et exploitées à l'aide d'algorithmes qui reconnaissent les textes, qui reconnaissent les images, qui, euh, qui travaillent sur les contenus, disons, ce qu'on appelle des modèles de langage. Nous avons malheureusement pas complètement encore développé cette fonctionnalité-là parce que, bon, c'est que dans les toutes dernières années qu'on a à disposition vraiment des modèles de langage efficaces. Et encore, nous, on peut tous faire une conversation avec ChatGPT, mais il y a une série de problèmes avec nos données. Le premier est qu'il y a des problèmes de droit d'auteur. Donc, on ne va pas forcément balancer toutes les informations qu'on a recueillies sur ChatGPT parce que c'est quand même un patrimoine assez important d'informations. Et on n'a pas le droit non plus de les partager, nous, parce que l'école nous l'empêche. On ne peut pas vraiment donner des résultats de ce qu'on a fait à n'importe quel sujet. Donc, il s'agit de développer des intelligences artificielles exprès pour travailler sur ces données. Et nous sommes en train un peu de commencer à le faire. C'est pas évident, mais j'ai commencé un peu à trafiquer dans ce sens. J'ai quelques collaborateurs qui est intéressé à travailler là-dessus, etc. C'est complexe, mais c'est en cours, disons. Et ça va être très utile pour mieux se débrouiller dans ces feuilles Excel. Après, ce qu'ils font, ces intelligences artificielles, c'est en bonne partie aussi un travail qui peut être fait avec des logiciels d'analyse de données, tels que Excel, par exemple, c'est les plus connus, les plus diffusés. On aurait tendance à dire simple, mais Excel n'est pas du tout simple. Si on veut, on peut aller très loin avec des fonctions très sophistiquées d'Excel. Power BI, c'est un autre logiciel qui permet la gestion de données sur des bases de données. Et ce sont des logiciels, en gros, qui permettent de faire des recherches, de trier les données selon un certain nombre de critères, etc. Euh, mais nous avons quand même l'intention. Mais ils sont utiles, efficaces, mais il faut avoir un bon niveau de compétences informatiques pour les utiliser et surtout pour en tirer un profit d'un point de vue de l'interprétation et de l'analyse des données. Sinon, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment de travailler avec du machine learning, donc des mêmes types d'algorithmes qui sont à la base des modèles de langage avec lesquels on interagit déjà, les chat GPT, etc., pour leur faire digérer toutes ces données et se faire aider à non seulement à en tirer des analyses et des conclusions, mais aussi, et dans un premier lieu, euh, à vérifier la cohérence et disons, tout ce qui est fait, à refaire un peu de manière encore plus approfondie tout ce qui est déjà un peu fait pendant les processus de validation. Donc, assurer que des chercheurs aient bien rempli tous les champs quand ils font une saisie des données. Et il y a des systèmes pour faire en sorte que des algorithmes puissent nous aider à faire ces vérifications-là. Parce que vous voyez, nous avons travaillé sur 29 élections, nous avons 9000 saisies de données. Ça fait à peu près, je pense, entre les 500 et les 1000 saisies de données par élection. Donc, une saisie de données, c'est quelque chose d'assez articulé. Donc, déjà de valider et de vérifier tout ça, on ne peut pas demander au superviseur de faire un travail énormément approfondi quand ils font cette validation. Cette validation, elle est faite, mais bon, ça doit aller un peu vite parce qu'on ne peut pas regarder 1500 saisies des données une par une et bien vérifier que tout soit là, les dossiers, etc. Donc, on aurait bien de quoi
exploiter une petite intelligence artificielle qui nous aide un peu à vérifier cette cohérence et cette précision dans la saisie des données. Euh, et même aider le chercheur alors qu'il fait la saisie des données en faisant apparaître des messages tels que ah, regarde, j'ai l'impression que cette information que tu saisis concerne messieurs Ouattara. Mais est-ce que tu l'as mis dans la liste des dossiers concernés ou pas? Et voilà, tout ça, ce sont des fonctionnalités auxquelles on réfléchit. Et puis, vraiment, exploiter des modèles de langage pour analyser en faisant une recherche de type sémantique. Par exemple, là, nous travaillons euh, avec des groupes de recherche, etc., des gens qui nous disent, qui essaient de nous dire, mais comment ça fonctionne avec l'instabilité? Est-ce qu'on peut tracer des prédictions sur le niveau d'instabilité attendu autour d'une élection en fonction des données que vous recueillez? Et la réponse est probablement oui. Alors, le problème, nous on voit, hein, l'une des choses qu'on va vraiment chercher, c'est à quel niveau les gens ils ont peur autour d'une élection. Dans pas tous, mais un bon nombre de contextes dans lesquels on travaille, et comme je viens de le dire aussi de plus en plus dans des systèmes démocratiques soi-disant mûrs et achevés, on voit que cet horizon qui est présentifié par l'élection, qui est l'horizon de la dissolution de la société, euh, est présent devant les gens. On a peur, on a vraiment peur pendant une élection que, voilà, qu'on se trouve avec un résultat pas clair, que le pays ne se décide pas à propos de qui va être le nouveau leader ou le leader confirmé. Et donc, on se retrouve avec une situation d'instabilité politique, avec une situation d'émeute, avec une situation de violence, avec une situation de guerre civile, etc. Et donc, à quel niveau un pays peut sombrer dans une situation pareille? Il y a sûrement un lien entre les perceptions des gens et les niveaux, la facilité avec laquelle le pays peut sombrer dans une situation pareille. Quand les gens ils ont plus de peur, évidemment, c'est beaucoup plus probable. Alors, est-ce que les gens ils ont plus de peur parce qu'ils ont une expérience du passé et que donc ils associent l'élection à des moments de meute? C'est sûrement vrai. Est-ce que les gens ils ont peur parce qu'ils sentent que le pays à ce moment-là est dans une instabilité? Ça aussi, c'est très courant. Alors, nous avons travaillé les deux exemples que je vous ai fait là en ce moment, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Je vais aller rapidement vers les intrigues de ces deux pays-là. Alors, le Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Le Cameroun est gouverné par M. Biya et son entourage depuis presque 50 ans. Euh, Cependant, euh, dans les dernières élections, et ça on le voit aussi parce qu'on a un aperçu sur le Cameroun sur deux élections présidentielles actuellement, plus une élection législative. Donc on a travaillé quand même un peu sur le Cameroun et on voit que le régime Biya, il a de plus en plus de mal à se renouveler. C'est-à-dire que bon, le mec, il a été élu hein, pour ce mandat, ce septennat. À la fin de son septennat, M. Biya, il aura 99 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut légitimement dire que voilà que c'est un leader qui est compétent et en mesure de gouverner son pays? Voilà, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque élection? Paul Biya, il a 5 ans ou 7 ans de plus. Euh, les voix de l'opposition se lèvent de plus en plus systématiquement pour dire écoutez, on est gouverné par quelqu'un qui n'est même pas au pays, qui vit à Genève et qui envoie des ordres à distance et on ne sait même pas qui a les choses en main vraiment dans le pays. Donc, et cette fois pour la première fois au Cameroun, on a vraiment joué, enfin, c'est pas la première fois, mais disons que de plus en plus, on joue la carte de l'instabilité.
C'est-à-dire que, attention, on a une région anglophone dans le pays qui menace la sécession, dans laquelle, vous savez, il y a eu périodiquement des affrontements armés. Les forces publiques, l'armée sont dispatchées là-bas couramment parce qu'il y a des situations tendues. Donc il y a une situation dans le pays qui menace de, de s'effondrer. Euh, on présentifie de plus en plus devant les gens le risque de ce qui peut se passer dans un pays quand les gens ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui est au pouvoir. Et on met devant les yeux des Camerounais qui sont habitués à une situation de stabilité depuis 50 ans, on leur met devant les yeux une situation dans laquelle, ah, attention, là, on ne sait pas ce qui se passe au Cameroun, les gens descendent dans la rue. Des- Cette fois, on a entendu parler d'affrontements armés même en dehors de la région anglophone. Donc, de plus en plus, il y a des instances d'instabilité qui se vérifient autour des élections. Et cela, naturellement, euh, c'est naturellement la conséquence d'une situation de monopole, de 50 ans de monopolisation de la vie politique par un parti ou une personne. Mais c'est aussi quelque chose qui permet à ce système qui est en place de dire attention, parce que là, vous, enfin, nous, vous savez ce qu'on fait. Nous, on gouverne le pays depuis 50 ans. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des situations, mais quand même, les gens, on a la paix. On a- Tout le monde peut, enfin voilà, essayer de faire sa vie quotidienne, puisqu'il n'y a pas d'insécurité, pas tellement, etc. Donc faites attention, parce que là, de sombrer dans une situation d'instabilité et de chaos politique, ça peut aller très vite. Et donc, alors, le résultat de cette élection a été euh, de 63, non, 53% de votes pour Paul Biya. Alors, l'opposition a naturellement parlé de bourrage d'urne, etc., ce qui n'est pas totalement à exclure, mais ne rentre pas dans les choses que nous avons la prétention d'aller évaluer sur les terrains. On n'a pas la prétention d'aller juger la qualité d'un processus électoral avec une équipe de 8 à 10 chercheurs. Euh, même les vrais observateurs disent couramment qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer la transparence et l'efficacité d'un scrutin. Donc nous, on ne se fait pas cette illusion-là. Mais euh, Paul Biya a quand même réussi à convaincre un bon nombre de Camerounais à voter pour lui. Ça, c'est assez sûr. Et s'il l'a fait, c'est aussi par cette idée qu'il incarne la stabilité. Il incarne un pays qui a, malgré tout, gardé un certain fonctionnement pendant les dernières décennies. Et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer si c'est quelqu'un d'autre qui gagne les élections. Instabilité, émeute, etc. Les sous-entendus est aussi, des fois, que si c'est quelqu'un d'autre qui va emporter l'élection, nous, on ne va pas lâcher le pouvoir gratuitement. On va quand même résister. Donc il y aura quand même une guerre civile. Alors, ce n'était pas tellement le message au Cameroun maintenant, mais c'est le message courant qui est diffusé, par exemple, au Congo-Brazzaville, par M. Sassou Nguesso, qui est en place lui aussi depuis 50 ans, 45 ans avec des pauses, mais enfin bref, depuis très longtemps. Euh, Nous avons aussi examiné une situation en Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire est un pays où, depuis 4 élections présidentielles, les élections sont accompagnées par des émeutes très fortes. Et en 2010, nous avons même eu une guerre civile autour d'une élection en Côte d'Ivoire. Euh, alors, c'est un pays où la diversité politique est supérieure à celle du Cameroun. Nous avons eu un moment d'alternance euh, très compliqué et complexe. Nous avons une scène politique qui est dominée par deux personnages depuis très longtemps, Monsieur Ouattara, l'actuel président, et Monsieur Gbagbo, qui a été président
qui a été président après l'élection de 2015, si je ne me trompe pas, mais bon, bref, qui a eu la présidence, mais qui a été ensuite battu par M. Ouattara. Et c'est très compliqué. C'est une situation de partage, mais c'est aussi une situation où ce monsieur Ouattara, qui est au pouvoir depuis 2015, désormais essaye de vraiment monopoliser un peu la scène politique. Et l'une des armes qu'il a utilisées est celle de l'exclusion de son adversaire. C'est pas inédit, même au Cameroun, il y a eu un peu la même chose. Mais M. Gbagbo a été exclu de la compétition politique, ce qui a fait si qu'au Ouattara, il y a eu un taux de participation assez faible. Moins de 50% des ayants droit ont voté. Et M. Ouattara a emporté 93% des suffrages. Le parti de Gbagbo a décidé de... Enfin, Gbagbo a été exclu de l'élection sous prétexte d'action judiciaire à son encontre qui ne lui permettait pas de se candidater à l'élection. Et donc, on a eu un résultat assez, enfin, 93%, c'est quand même un résultat qui interroge beaucoup, parce que tous les supporters de Gbagbo ont, pour la plupart, presque tous, boycotté l'élection. Donc, il est 14h25, je suis obligé d'accélérer un peu. Vous voyez ici, je voulais vous montrer, on aura peut-être une autre séance pour le faire un peu plus tranquillement, je vais le proposer au professeur Bazenguissa, pour regarder un peu, vous voyez ici les intrigues qu'on a construites dans les différents pays. Là, c'est les dernières 3 élections sur lesquelles on a travaillé. Je vous ai un peu parlé du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Au Gabon, qu'est-ce qui s'est passé? Au Gabon, nous avons eu en 2023 une élection présidentielle contestée par un coup d'État, une élection présidentielle qui avait donné comme résultat l'énième victoire de M. Bongo, fils de Omar Bongo, donc une dynastie qui est au pouvoir là aussi depuis un demi-siècle. Et ce résultat de 2023 a été tout de suite mis en discussion avec un coup d'État. Nous avons suivi cette élection de 2023 aussi. Nous avons formulé pour celle-ci aussi une intrigue. Mais ça, c'est encore le 2024. Enfin, oui, il y en a beaucoup. Donc, le coup d'État. Donc là, c'est une élection dans laquelle la forme qui a été convertie principalement, c'est la force. C'est-à-dire, c'est une action militaire. C'est un général qui a pris le pouvoir. Quelqu'un qui a essayé d'incarner une rupture avec le passé dynastique du Gabon, mais qui, dans cette dernière élection de 2025, parce que bon, il y a eu le coup d'État en 2023. Ensuite, comme ça arrive souvent après les coups d'État, il y a plusieurs voix qui se sont levées, mais il faut faire quand même des élections, il faut faire quand même des élections. Donc, le pouvoir en place a accepté et a organisé ces élections en début 2025, en février, et qui ont été un véritable coup KO. C'est-à-dire M. Oligui, qui est le général qui a été mis en place par le coup d'État, qui est d'ailleurs aussi lié par des liens familiales avec la famille Bongo. Donc notre analyse de l'élection de 2023, c'est que voilà, c'était une espèce de fausse transition, c'est-à-dire qu'il y a eu les résultats du scrutin qui étaient annoncés, M. Ali Bongo gagne l'élection, et là, on, on, a un peu hypothisé que voilà, que cette annonce a produit chez les Gabonais vraiment un énième moment de on en a marre. Et on n'en peut plus des bongos, on n'en peut plus du système bongo. Donc, comment a réagi le système bongo? Ils ont trouvé un nouveau personnage, c'est M. Oligui, qui faisait partie de la hiérarchie bien en place, même avant, auquel on a dit, bon là, c'est toi, là, tu vas faire un coup d'État, toi, tu vas prendre le pouvoir. Monsieur Bongo, on va le mettre... Ali Bongo, il était vraiment dans une situation de zombification, même un peu avant l'heure, parce qu'il avait eu des AVC, donc toute une situation dans laquelle il avait du mal à garder le pouvoir.
Euh, voilà, on l'a facilement exclu du pouvoir avec ses coups d'État. Et là, l'élection de 2025 a été une reconfirmation de ce nouveau président Oligui, général, qui a vraiment pris la suite de tout ce qu'il faisait à Libongo. Donc, il a construit toute sa légitimité avec, avec tous les supporters, les gens qui soutenaient les régimes de Bongo, etc. Donc, cette proximité s'est un peu révélée dans toutes ses formes. En même temps, les Gabonais ont été privés des principales alternatives pour lesquelles, qui auraient permis un changement, une alternance au pouvoir, notamment Maurice Kamto, qui est depuis longtemps le principal opposant, a été lui aussi exclu de l'élection. Donc voilà, taux de participation pas si mauvais, selon les rapports officiels, autour de 70% des ayants droit auraient voté. Euh, Là aussi, probablement une certaine peur de instabilité dans un pays, le Gabon, qui est quand même un pays relativement fonctionnel et riche, surtout s'il est pris dans son contexte, dans la région, contexte régional. Et donc voilà, les Gabonais ont fait le choix de la stabilité, de l'équilibre, et aussi un choix un peu obligé, justement, en vertu de l'exclusion de plein d'autres candidats. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il est 14h28. Je vous laisse un peu avec nos conclusions. Ce que nous avons vu, donc, euh, cet horizon de la dissolution de l'ordre social qui se présentifie même dans des contextes qui étaient assez stables auparavant. Ça a été le cas au Sénégal en 2024, où nous avons une combinaison de exclusion euh, de Ousmane Sonko, qui n'a pas réussi, mais à faire en sorte que son parti sorte vaincu des élections, parce qu'ils ont quand même gagné. Mais nous avons une combinaison d'utilisation de cette arme de l'exclusion électorale avec cet horizon d'instabilité qui est présentifié de plus en plus fortement au Sénégal. Il y a eu des émeutes et des affrontements autour de cette élection, ce qui n'est pas du tout pratique courante dans ce pays, mais qui le devient de plus en plus. Et comme un peu je disais à propos du Cameroun, nous avons aussi vu ces phénomènes d'exclusion très fortement en Côte d'Ivoire. Les trois candidats, Gbagbo, Afingessan et Tidjane Thiam, qui étaient les trois principaux historiques opposants de Ouattara, ont été tous les trois exclus de la compétition électorale. Et Ouattara a obtenu un résultat exagéré. Il a eu 93%. C'est un résultat un peu inédit pour la Côte d'Ivoire, disons. Maurice Kamto au Cameroun aussi, lui, il a été exclu de la candidature. Il y a eu quand même un opposant qui a obtenu 35% des voix au Cameroun, ce qui nous dit beaucoup aussi de la situation camerounaise parce que les résultats des années précédentes étaient très différents. Euh, Ces candidats, il a aussi dit voilà, qu'il y a eu une monopolisation des ressources étatiques pour la campagne électorale et l'élection et que les résultats en réalité lui étaient favorables, mais qu'il y aurait eu un bourrage d'urne et un trucage. Et puis on a vu la difficulté de tous nos vieux zombies de rester au pouvoir. Donc on les remplace par des autres figures, ou bien ils perdent le pouvoir, comme ça a été le cas un peu au Sénégal, où les jeunes n'en pouvaient plus de Macky Sall, qui était, enfin, pas un zombie de 50 ans au pouvoir, mais quand même quelqu'un qui était sur la scène politique depuis très longtemps. Et voilà comment les jeunes ont réussi à l'emporter dans cette compétition entre aînesse et charisme, qui sont deux parmi les formes d'autorité, euh, même si le charisme a un état un peu d'exception. Je m'excuse pour avoir débordé un peu dans la séance. Ah, et tout le monde est parti même. Ah bah donc, on arrête là.